Bienvenue sur les podcasts du collectif Voix libérée. Bienvenue, aujourd'hui on aborde un sujet difficile, mais vraiment essentiel. Celui des agressions sexuelles au sein de diverses institutions religieuses. Oui, c'est un sujet lourd, mais nécessaire à examiner. Pour nourrir notre discussion, on s'appuie notamment sur une réflexion du collectif Voix libérée, qui s'est d'abord concentré sur l'Église catholique, mais élargit l'analyse. Et on a aussi des données importantes d'études scientifiques, comme celle de Stoltenberg sur la prévalence mondiale ou du John Jay College aux États-Unis. Sans oublier bien sûr la CIAZ, en France, la Commission sur les abus sexuels dans l'Église, et puis aussi la Commission royale australienne, qui a regardé ça de près dans plein d'institutions différentes. Tout à fait. Des sources variées pour un tableau complexe. L'idée ici, c'est vraiment de comprendre comment ce phénomène, qui touche tout le monde en fait, se manifeste différemment selon les religions. On regardera un peu plus l'Église catholique, mais sans jugement, juste pour éclairer les mécanismes. Exactement. Comprendre les dynamiques spécifiques. Et pour commencer, peut-être un chiffre qui marque. Au niveau mondial, les études, comme celle de Stoltenberg, estiment qu'environ 1 enfant sur 8 serait victime de violences sexuelles. C'est énorme. Et ça montre bien, comme vous disiez, que le problème est bien plus large que le seul cadre religieux. Oui, voilà. Mais il se trouve que les institutions qui encadrent des jeunes, que ce soit des écoles, des mouvements de jeunesse, y compris religieux, ce sont des lieux où le risque peut être plus élevé. Oui. À cause de la relation de confiance, de l'autorité, la Commission australienne l'a bien montré d'ailleurs. Ça concerne beaucoup de types d'organisations, pas seulement religieuses. C'est ça. Mais revenons aux institutions religieuses. C'est là que les structures entrent en jeu, n'est-ce pas? Par exemple, pour l'Église catholique. Effectivement, l'Église catholique, avec sa structure très centralisée, très hiérarchique, eh bien, des études comme celle du John Jay College ou de la CIEZ ont montré comment ça a pu, paradoxalement, faciliter la dissimulation. Faciliter la dissimulation. C'est-à-dire, Le déplacement des abuseurs, d'une paroisse à l'autre, une certaine culture du secret pour protéger l'institution, même si aujourd'hui il y a des politiques globales comme Vos Cestis Lux Mundi, les règles du Vatican de 2019 pour gérer les signalements. d'accord. Et la Siès parlait aussi de cléricalisme. Oui, exactement. Le cléricalisme, cette idée d'une concentration du pouvoir, d'un statut un peu à part pour le clergé, ça a pu conduire, selon la CIAZ, à faire passer la protection de l'institution avant celle des victimes. C'est une culture interne qui a eu des conséquences dramatiques. Et quid des spécificités dont on entend souvent parler? Le célibat des prêtres, le secret de la confession. Qu'est-ce qu'en disent les sources? Le célibat, par exemple. Alors, le célibat, c'est souvent mentionné, mais les études sont assez nuancées. Ce n'est pas vu comme une cause directe des abus. Il y en a malheureusement dans des traditions sans célibat obligatoire. D'accord. Par contre, ça peut jouer sur l'isolement social, affectif de certains prêtres et rendre la gestion de la sexualité plus complexe pour eux. Donc pas la cause unique, mais un facteur possible dans un ensemble. Je vois. Et le secret de la confession, ça semble poser un vrai problème. Ah oui, là c'est un dilemme éthique et juridique majeur. L'interdiction absolue pour le prêtre de révéler ce qui est dit en confession, même s'il s'agit d'un aveu d'abus. Ça rentre en conflit direct avec la protection des victimes et les obligations de signalement à la justice civile. C'est très compliqué. Oui, on imagine. Et si on regarde un peu ailleurs, hors du catholicisme, dans le protestantisme par exemple, c'est très différent comme organisation. Tout à fait. Le protestantisme, avec sa grande diversité d'églises, souvent indépendantes les unes des autres, a le problème inverse, si on peut dire. C'est difficile d'avoir des politiques de prévention et de réponse qui soient uniformes et appliquées partout. Donc plus fragmenté. Peut avoir ses règles, ou parfois en manquer. Dans d'autres contextes, comme certaines communautés juives orthodoxes ou musulmanes, ce qui peut jouer, c'est plutôt la pression communautaire très forte, la peur du scandale, ou parfois des tensions entre la loi religieuse et la loi civile qui peuvent inciter au silence. Hmm. Et puis il y a certains courants spirituels, parfois d'inspiration orientale, où la relation maître-disciple est très intense, très idéalisée. Ça peut créer des dynamiques d'emprise et ouvrir la porte à des abus de pouvoir, y compris sexuels. Finalement, les abus existent, mais les mécanismes de dissimulation varient. Hiérarchie ici, communauté là. Au fond, malgré toutes ces différences de structure, de culture, il y a quand même un point commun qui ressort, non? Ce déséquilibre de pouvoir. On pense au pouvoir symbolique dont parlait Bourdieu, cette autorité morale qu'on accorde aux figures religieuses.
Absolument. C'est une clé de lecture transversale, je crois. Ce pouvoir symbolique, quand il est combiné avec des facteurs culturels comme la honte autour de la sexualité, le souci de préserver l'honneur de la famille ou de la communauté, la peur d'être exclu, ça crée un terrain, disons, favorable aux abus et au silence. Et souvent, il y a aussi une dimension patriarcale qui rend les femmes et les filles plus vulnérables. Oui, c'est indéniable, même si, il faut le rappeler, les garçons sont aussi très souvent victimes, notamment dans des institutions majoritairement masculines comme les séminaires ou certains internats. C'est important de le souligner. Donc, en fait, si on rassemble un peu tout ça, on voit que même si les formes varient, les besoins, eux, sont universels. Le besoin de transparence, la nécessité de prioriser la justice civile et la protection des victimes avant la réputation de l'institution, Oui. le besoin de former les encadrants, d'accompagner sérieusement les victimes, toutes les recommandations comme le signalement obligatoire aux autorités civiles que défendent des collectifs comme Voix libérée ou la mise en place de commissions indépendantes vont dans ce sens. C'est clair. Et la question de fond, c'est comment concilier les obligations religieuses, comme le secret de la confession dont on parlait, avec la loi civile et la protection des plus faibles. Ça reste un défi majeur. Oui, un vrai nœud gordien parfois. Bon, cette analyse, elle nous montre bien des systèmes très différents, mais confrontés à une tragédie humaine qui est, elle, similaire. Et ça soulève une question pour la suite, peut-être. Au-delà des réformes internes à chaque tradition, est-ce qu'un dialogue interreligieux vraiment honnête, qui partagerait ouvertement les échecs, les difficultés, mais aussi les réussites, ne pourrait pas faire avancer la protection des plus vulnérables partout dans le monde? C'est une piste à explorer, je trouve. C'est une excellente question, oui. Un partage d'expériences bonnes ou mauvaises pourrait être très fécond. Voilà. Une réflexion à poursuivre. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette exploration. Merci à vous. Ce podcast a été produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, partager ou témoigner, adressez-nous un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent. Parce que le silence n'est plus une option. Parce que la mémoire exige justice et vérité.